Les travailleurs ont beaucoup de difficultés à accéder aux usines. L'atmosphère empuantie par les gaz lacrymogènes, les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas. À l'attaque, le front des étudiants a reculé. C'est une véritable bataille rangée. Les étudiants attaquent à coups de pavés. La fin des années 70, du début des années 80, on est 12 ans après mai 68, et quelque part, c'est cette idée un peu 68arde qui reste extrêmement prégnante. Et avec, d'ailleurs, quelque chose qui peut être tout à fait comparable avec ce qui se passe aujourd'hui, une immense attente de la part des jeunes par rapport à l'élection de François Mitterrand. On ne parlait même pas de quartier politique de la ville ou même DSU, DSQ, puisque c'est à peu près à ce moment-là que ça se met en place. Éventuellement, c'est les grands ensembles. On reste encore dans les représentations des années 60. Chaque année, Gennevilliers perd sa grisaille de ville de banlieue. Une ville neuve s'avance avec ses quartiers clairs, harmonieux, aérés, fonctionnels. Le passé et ses constructions anarchiques reculent, abandonnant parfois dans la cité un petit pavillon triste, un minuscule jardin. Et pour la classe ouvrière, c'est plutôt un progrès par rapport aux conditions d'habitat qui étaient la règle, par exemple, au début des années 60, où il y avait encore énormément de logements très précaires. La première raison de transformation de la situation, c'est effectivement, à partir du début des années 70, déjà des éléments de crise économique, avec le premier choc pétrolier, réapparition du chômage. 78, 77, c'est les premiers incidents, émeutes, etc., dans un certain nombre de quartiers. Les jeunes sont maintenant une énigme et presque un mythe. Les réactions des 16-21 ans face aux études, au travail, aux loisirs ou à leur morale leur paraissent indéchiffrables. Au mieux, l'incompréhension débouche sur des portes qui claquent à la maison, au pire, sur la délinquance et des bandes agressives. Bertrand Schwartz, il veut les comprendre et à tout prix éviter la faille entre eux et notre société. C'est à lui que le gouvernement a confié un rapport sur la réinsertion professionnelle et sociale des jeunes. Je veux dire, mon étonnement a été que la gauche, en arrivant au pouvoir, n'avait rien prévu. Et je suis donc parti de zéro. Et nous avons donc rencontré, je répète, beaucoup de gens qui avaient travaillé avec les jeunes, défavorisés, en difficulté. Et c'était pas difficile à trouver, il y en avait beaucoup. On les a interrogés, on les a écoutés. Et c'est à partir de ce qu'ils nous ont dit qu'on a construit le rapport. C'était l'échec scolaire. C'était les parents qui étaient parfois démunis vis-à-vis des jeunes. Quand on était dans la rue, c'est pas un bon endroit forcément pour découvrir le monde. Ils rencontraient les problèmes autour de l'argent facile, etc. Ils avaient bien sûr des problèmes d'emploi, mais aussi de logement, mais aussi de santé, mais aussi de tout. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire de ces missions locales les solutions globales à des problèmes globaux. La condition pour que des jeunes s'insèrent, c'est qu'ils aient un emploi. Donc ça, c'était la doctrine jusqu'à maintenant. Schwartz dit non, il faut tirer les deux fils en même temps. C'est-à-dire à la fois le fil emploi, mais aussi la question de l'insertion sociale. Lorsque les missions locales ont été créées il y a 30 ans, en 82-83, elles ont accueilli 130 000 jeunes. Aujourd'hui, elles en accueillent 10 fois plus. Et on ne pousse pas les jeunes vers les missions locales. Les jeunes viennent à la mission locale parce qu'ils en ont besoin. Maintenant, c'est très très difficile. Que ce soit pour un jeune ou une personne adulte, c'est très très difficile de trouver du travail en ce moment. Aujourd'hui, on accueille les enfants des jeunes chômeurs des années 80. Donc, ils ont connu leurs parents alternant période d'emploi et de chômage aussi. Ça, c'est une réalité aussi. Avant, les gens gagnaient bien leur vie, la vie n'était pas chère, les gens sortaient. Un exemple, allaient beaucoup dans les restaurants. Avant, tous les week-ends, chaque famille allait au restaurant avec ses enfants et tout. Maintenant, une famille ne peut plus se permettre. Pour ceux qui ont des difficultés, maintenant, je les recroise au sein de l'espace insertion, puisque pour certains, sur certaines périodes, ils sont amenés à faire la demande du RSA. L'acculturation aujourd'hui, elle n'est plus au monde de l'entreprise et au monde ouvrier,
aller au monde de la précarité. Le précaire est devenu la norme. C'est ça la différence. On était à 50-50 il y a 15 ans, CDI et contrats divers de durée plus ou moins longue. Maintenant, on est vraiment un petit tiers de CDI et le 2 tiers, c'est du contrat de travail à durée déterminée ou précaire. La crise des années 2010, là, on l'a vraiment ressenti à partir du milieu des années 2011. De 2011, pardon. Mais par contre, on est vraiment en plein dedans. Et là, début 2012, c'est... La jeunesse sert de variable d'ajustement sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'il suffit que la situation se tende sur le plan économique pour que, immédiatement, les taux de chômage des jeunes, et en particulier dans les quartiers populaires, augmentent de façon significative. Alors ton père, il te dit, mon petit Marc, il faut que tu ailles te présenter à la mission locale. Tu te présentes à la mission locale et ils t'ont trouvé tout de suite un stage? Si, j'essaye de trouver, j'essaye de passer des concours pour avoir un poste dans l'administration. Parce que dans le privé, pour moi, ils veulent toujours des personnes de plus de 25 ans et avec de l'expérience. Donc c'est dur. Les entreprises ne vont pas forcément prendre quelqu'un qui est inexpérimenté, qui a 30 ans, parce qu'ils vont dire qu'il a un peu perdu son temps dans les études. Comme on m'a proposé un contrat emploi-formation, c'était pas mal, c'était intéressant, c'était en rapport avec ce que j'avais fait comme dans le commercial. Et puis on m'a pas prise parce que j'étais... la personne ne me l'a pas dit directement, mais je crois que c'était parce que j'étais d'origine étrangère, quoi. Il y a au jour d'aujourd'hui en France un véritable problème de discrimination effectivement ethnique, religieuse et géographique. Moi je vois là où je travaille, c'est des paramètres que l'on ne va pas, à mon niveau, prendre foncièrement en compte. Maintenant, c'est une réalité qui est là. Dans les gens qui sont autour de moi, qu'ils soient blacks, qu'ils soient blancs, j'ai les mêmes en face de moi. Moi, j'ai des filles et des garçons qui ont envie de bosser, qui savent faire ce qu'ils savent faire et qui ensuite apprennent. Je crois qu'avant, il y avait beaucoup plus de difficultés sur la discrimination. On n'a rien pour vous, mon vieux. Vous sortez à peine du collège. C'est très difficile de vous trouver un emploi dans la mécanique. Enfin, il y a toujours ce stage-là chez FM. Je peux vous y inscrire si vous voulez. Ouais, mais faut être français. Oui, mais vous êtes né en France. Bien, prenez la nationalité française. De toute façon, ça existe encore. Disons que maintenant, c'est devenu une revendication. Ils le revendiquent. Alors qu'avant, ils étaient en retrait, ils demandaient rien, ils râlaient, ils trouvaient pas leur place. C'est la première fois que tu viens à la mission locale. Oui, je voudrais faire une formation qui ne soit pas bidon. Quel métier rêves-tu de faire? Quel est ton idéal? J'aimerais pouvoir m'occuper d'enfants, c'est ma passion. Je te propose de faire un CES auprès d'enfants. Tu prépareras l'examen d'AS au sein de l'APP. Tu entreras en CFI dans un stage qualifiant. Et ainsi en 2 ans, tu auras appris un métier. Il y avait moins de problèmes d'emploi qu'à l'heure actuelle, je pense. C'était plus un certain nombre de jeunes qui n'étaient pas prêts à rentrer dans le monde du travail. Et par contre, il y a eu des collaborations très vite qui se sont faites avec le monde du travail. Pour justement... parce qu'en fait, il y avait plus un rejet de jeunes qui n'avaient pas les codes, plus qu'un manque de travail, comme il peut l'avoir à l'heure actuelle. Le problème, c'est pas les codes, c'est le marché. Hein, est-ce qu'il y a de l'emploi ou pas d'emploi? C'était toute une époque, les années 80, de casse industrielle. On passait d'un monde à un autre. Peut-être la vraie rupture, elle est là, c'est qu'on est passé du monde d'ouvrier au monde employé. Et je dirais que le monde employé, il peut paraître au départ, tout le monde voulait devenir employé. C'était les cols blancs par rapport aux cols bleus. Hein.
On pensait qu'un col blanc, c'était plus valorisant. L'image de l'industrie a été très dégradée, et notamment parce que, si vous voulez, dans l'esprit des gens, là je crois que les médias ont une certaine responsabilité, on vous explique que l'industrie c'est une usine à chômage. Ce qui n'est pas vrai. Tu penses que les robots, dans les objets que tu fais en plastique, ils pourront te remplacer pour tout? Bah non, parce qu'il faudra bien quand même des choses que l'homme fera. Oui, c'est quoi par exemple? N'importe quoi. On peut pas expliquer. Je peux pas expliquer en détail. Hein. On s'est pas vu depuis un certain temps là. Alors bon, j'ai noté là que tu étais au service militaire jusqu'à fin mars 85 parce qu'on avait envoyé un petit courrier pour savoir un petit peu où tu en étais. Et là, pour l'instant, vous n'avez pas trouvé d'autres. J'ai demandé à Pôle emploi, mais ils m'ont demandé de rappeler le mi-juin. D'accord. On a un petit peu perdu la dimension outil d'expérimentation, ça c'est clair et net. Qu'on fasse de l'accompagnement à la citoyenneté, à la culture, au logement, à la santé, à la formation, il n'en reste pas moins que là où on est attendu et là où on va être évalué, c'est bien évidemment l'accès à l'emploi des personnes qu'on accompagne. De plus en plus, il y a une tendance à nous transformer en Pôle emploi jeune. L'avenir des missions locales, ce sera probablement d'accorder de plus en plus de place à l'insertion professionnelle et à rechercher une efficacité de plus en plus grande en matière d'insertion professionnelle des jeunes, sans négliger le reste. On a aussi beaucoup travaillé dernièrement sur le décrochage scolaire, qui est un problème majeur, puisque à peu près 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme, et qu'il convient de pouvoir, en quelque sorte, les aider et les appuyer. On fait tous des faux pas, on a pu rater une marche, on n'est pas tombé plus bas, on n'est surtout pas qu'on lâche. Si on est motivé, si on peut nous aider, si on est en galère, on sait ce qu'il nous reste à faire. Sortons de notre local, même si c'est pas idéal, à la mission locale, on peut garder le moral. Qu'est-ce que vous souhaitez à la mission locale? Comment vous voyez l'avenir? L'idéal, ça serait qu'elle n'existe plus. Mais elle a encore quelques années devant elle de travail. Elles sont indispensables, plus que jamais. Ça, je suis bien convaincu. Tous les jeunes sont employables si on discute avec eux, qu'on les écoute et qu'on les laisse exprimer. Et aucun jeune n'est employable si on continue à les mépriser. Je suis frappé par le mépris ambiant. Quand les missions locales ont été créées, elles avaient 6 ou 7 permanents, qui étaient tous des fanas. Elles se sont institutionnalisées parce qu'elles sont devenues des exécutants. C'est devenu des institutions administratives. Et on les écoute beaucoup moins bien. On répond beaucoup moins à leurs demandes. Mais ce n'est pas les gens que je mets en cause. C'est le système. Je ne pourrais plus aujourd'hui faire ce que j'ai fait il y a 10-20 ans. On n'accepterait plus. Il y a vraiment eu un état de grâce qu'on m'a fait. Et je n'en reviens pas. J'étais un emmerdeur et on m'a laissé faire. Je comprends pas, moi.